lui, n'est pas allé jusqu'à reprendre du service et se présenter aux législatives comme un certain François Hollande. Mais en tout cas, Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre et maire socialiste de Nantes, a publiquement appelé à voter pour l'Union des gauches en Loire-Atlantique. Message reçu puisque leurs 5 députés sortants troqueront les couleurs de la NUPES contre celles du nouveau Front populaire. Plus qu'ailleurs dans les Pays de la Loire, la gauche a résisté grâce au score de Raphaël Glucksmann et des socialistes, ainsi que des insoumis. Seul le vote écologiste a clairement reculé dans les territoires ruraux et périurbains. Cela n'a pas empêché le Rassemblement national d'arriver en tête au soir des élections européennes dans le département. Fort de ses 23%, le RN a clairement supplanté la droite traditionnelle, à tel point qu'aujourd'hui, son leader départemental mise sur une continuité du vote et ambitionne de décrocher une circonscription. Ce serait une première. En 2022, à la présidentielle, la Loire-Atlantique avait choisi son camp, en plébiscitant le président actuel, 70% des voix au second tour. La Macronie en danger clairement aujourd'hui, obligeant le Premier ministre à se déplacer à Nantes pour soutenir sa fidèle ministre, Sarah El Haïry, dans la 5e circonscription face à un opposant socialiste. Lesquels socialistes ravivent les fractures de la gauche locale dans la 8e circonscription, celle de Saint-Nazaire, en présentant un des leurs face au député et défi sortant Mathias Tavel. Aux électeurs de s'exprimer, ils sont plus d'1 million inscrits en Loire-Atlantique, voire de trancher. Ils étaient 45% à ne pas s'être déplacés le 9 juin dernier. Retour en plateau avec nos nouveaux invités pour ce nouveau débat dans un nouveau département, vous l'avez compris, la Loire-Atlantique, à laquelle nous allons nous intéresser avec vous, Nicolas Grosel. Bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste à France Bleu Loire-Océan. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un deuxième débat consacré donc à la Loire-Atlantique. Et cette fois, on s'intéresse à la 8e circonscription, Nicolas. Cette 8e circonscription, 91 000 électeurs. Aux européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec un peu plus de 27% des voix, devant la liste de Raphaël Glucksmann, 21% des voix. Et en troisième position, la liste macroniste de Valérie Ayé avec 13,5%. Mais le total des listes de gauche dépasse les 40%. Une circonscription qui regroupe Saint-Nazaire, la ville-centre, qui vote à gauche, mais aussi des poches où le RN a réalisé une percée à plus de 40%. C'est le cas des villes comme Donge, Montoire de Bretagne ou encore Trignac. Et sur cette circonscription, 6 candidats se présentent, 4 sont présents sur notre plateau. Bonsoir Mathias Tavel. Bonsoir. Vous êtes le député sortant et vous vous représentez sur cette circonscription dans le cadre cette fois du nouveau Front populaire, toujours pour la France insoumise, et vous avez 36 ans. Bonsoir Gauthier Boucher. Bonsoir Madame Charbonneau. Vous avez un point commun, c'est peut-être le seul avec Mathias Tavel, c'est que vous avez tous les deux 36 ans, mais vous vous présentez également pour le Rassemblement national dans cette même circonscription. Vous êtes également le délégué départemental du Rassemblement national en Loire-Atlantique. Bonsoir Audrey Dufeu. Bonsoir. Vous avez 44 ans, vous représentez la majorité présidentielle, le parti Renaissance sur cette élection et vous étiez, je le rappelle, l'ancienne députée de la circonscription entre 2017 et 2022 lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis bonsoir Xavier Perrin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes étiqueté divers gauche dans cette élection, adjoint au maire de Saint-Nazaire et vice-président de l'agglomération et de la Carène. Et vous avez donc choisi de ne pas rallier le Front populaire, mais de partir sous votre propre bannière pour ce scrutin. Oui. Et il y a 2 autres candidats dans cette circonscription, je le disais. Il s'agit d'Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière et Florence Beuvelet pour le parti Les Républicains. On vient de l'évoquer, Nicolas, à l'instant, le nouveau Front populaire qui a largement réussi son unité en France, mais pas partout et pas ici dans cette circonscription dont on parle, la 8e donc de Loire-Atlantique. Il y a un candidat, entre guillemets, officiel de l'Union de la gauche, c'est vous, Mathias Tavel, le député sortant, et un dissident, même si je sais que vous n'aimez pas ce terme, Xavier Perrin, soutenu par le Parti socialiste local et notamment par le maire de Saint-Nazaire, David Samsa. Est-ce que Xavier Perrin, Mathias Tavel, ça ne fait pas un candidat trop au risque qu'il n'y en ait aucun au second tour ? Moi, je suis très respectueux de la démocratie. C'est pourquoi je n'aime pas du tout ce mot de dissident. Je suis soutenu par le maire de Saint-Nazaire, également par le maire de Savenay, qui est l'autre grande ville de circonscription. Je suis également soutenu par le maire de Saint-Malo de Garsac. Et moi, j'aimerais simplement faire un rappel dans cette élection. Elle s'est déroulée, cette dissolution, juste après le score du 9 juin, qui lui-même s'est déroulé dans un contexte de guerre en Europe. Nous avons un conflit en Ukraine, et c'est la première fois depuis 1945. Nous avons des pouvoirs autoritaires présents en Russie, en Chine, des menaces qui pèsent sur les États-Unis avec les élections de novembre, des pauvretés, une progression qui pose des questions démocratiques de la part du Rassemblement national. Et nous avons eu un score, celui de Raphaël Glucksmann, qui représente ma famille politique, celle de Badinter, qui représente celle de Delors, l'Européen, et qui est arrivé deuxième, non seulement en tête des forces de gauche, mais qui est arrivé deuxième
en tête des forces. On l'a dit, sur cette circonscription, Raphaël Glucksmann, 21%. Manon Aubry, la liste des Insoumises, 9% sur la 8e circonscription. Est-ce qu'il aurait fallu vous effacer par rapport à ce score ? C'est-à-dire 2 fois plus de voix. Mais je suis le candidat du nouveau Front populaire, c'est-à-dire le candidat unitaire de toute la gauche rassemblée, y compris Place Publique de M. Glucksmann ou le Parti socialiste d'Olivier Faure qui soutiennent ma candidature. Mais vous auriez pu faire partie des circonscriptions rendues entre guillemets au Parti socialiste, comme a dit Jean-Luc Mélenchon cette semaine. Mais il y a un accord national qui permet d'avoir une grande ambition qui est de gagner et de gouverner et qui provoque la reconduction des sortants. Par exemple, dans la circonscription de M. Olivier Faure, c'est la liste de Manon Aubry qui est arrivée en tête et pourtant la candidate insoumise se retire pour permettre le nouveau Front populaire. Vous faites 2 fois moins de voix que le score de Raphaël Glucksmann et vous en faites 3 fois moins que le candidat du Rassemblement national. Je sais que vous avez du mal avec le Rassemblement. Moi, j'ai été candidat du Rassemblement de la gauche en 2022. Et je suis pour le Rassemblement de la gauche, l'ensemble du Rassemblement de la gauche, y compris dans ce département. Vous l'avez dit, Jean-Marc Ayrault, qui soutient cette démarche de nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que nous avons un risque très clair de victoire de l'extrême droite, ici et dans tout le pays. Et qu'il faut donc être rassemblés dès le premier tour, partout, pour que nos candidats soient qualifiés dans toutes les circonscriptions et qu'au deuxième tour, nous puissions gagner une majorité pour gouverner ce pays et, par exemple, abroger la réforme des retraites injuste et brutale de l'année dernière. Un scénario qu'on anticipe, seul l'un de vous deux est qualifié pour le second tour. Oui. Est-ce qu'il appelle à voter pour l'autre pour faire barrage, comme vous le dites, au Rassemblement national? Oui, mais sans ambiguïté me concernant. En 2022... Et vous, monsieur Tavel? Mais moi, je viens de vous dire que je suis pour battre le Rassemblement national. Donc est-ce que si Xavier Perrin est qualifié pour le second tour, vous appellerez à voter pour lui? Évidemment, mais je constate qu'en 2022, je suis arrivé nettement devant et que le maire de Saint-Nazaire a tout de suite appelé à voter pour moi. Donc je pense que le rassemblement qui a été possible au deuxième tour la dernière fois pouvait l'être dès le premier tour cette fois-ci. Et en tout cas, moi, c'est bien l'esprit. Je suis le candidat du nouveau Front populaire, c'est-à-dire vous êtes plus clair que M. Mélenchon lors du premier tour de l'élection présidentielle, M. Tavel, qui a tergiversé avant d'appeler à voter Macron. Xavier Perrin, ce n'est pas un débat uniquement au sein de la gauche, ce n'est pas une primaire, c'est un débat à 4, donc on va essayer d'entendre aussi les autres courants de cette émission. Audrey Dufeu, je crois savoir que vous auriez souhaité, vous, un rassemblement large, plus large que celui de la majorité présidentielle, et que vous avez tendu la main à Xavier Perrin pour essayer de faire peut-être une sorte de coalition des sociodémocrates jusqu'à la droite modérée. Vous regrettez qu'il n'ait pas... Je vous remercie de me donner la parole parce que c'est important, effectivement, et c'est le sens de ma candidature, laisser une place à la parole de l'Union des démocrates. On voit bien qu'ici se jouent des guerres nombrilistes, des guerres consanguines entre... une gauche, des gauches, on n'est pas dissident et en même temps on se revendique Glucksmann et en même temps que M. Glucksmann soutient M. Tavel, ça n'a aucun sens et je crois que les électeurs attendent et méritent autre chose, d'élever le débat. Nous parlions tout à l'heure du débat d'hier, des 3 camps sur TF1. Je crois qu'il nous faut prendre de la hauteur, en particulier sur notre circonscription, ne pas se laisser enfermer dans ces guerres qui n'ont aucun sens et qui n'intéressent plus les Français. C'est pour ça que les Français se désintéressent de la politique, parce qu'on ne fait parler donc que d'alliance pour une stratégie purement personnelle. En fait, oui, je regrette effectivement que sur un camp... à quel moment vous m'avez tendu la main, madame J'ai eu beaucoup d'appels de votre entourage, monsieur Perrin. Je suis désolé, je crois qu'on aurait pu effectivement travailler ensemble. Mais ça, c'est parce qu'il faut être pour cela dans une logique autre que la municipale des 2026. Et je crois que votre candidature ne sert que votre maire de Saint-Nazaire. En ce qui me concerne, que vous êtes censé rassembler me soutient. Je me sens tout à fait légitime à me présenter pour cette élection. J'ai été députée pendant 5 ans. Je représente effectivement cette voie de la modération, cette voie de l'union des démocrates, de la République ensemble. C'est extrêmement important dans ces temps troubles de ne pas nous faire enfermer entre l'extrême gauche qui appelle au chaos et l'extrême droite qui appelle toujours au déchirement et qui souffle sur les braises et les malheurs de la population. Vos propos sont grotesques, madame. Alors, monsieur Boucher, justement, on va de vous retrouver, j'en suis ravie. On va vous écouter, justement, Gauthier Boucher. On le précisait, le Rassemblement national est arrivé en tête dans cette circonscription. Et lorsqu'on cumule votre score et celui de Reconquête aux européennes, on dépasse les 31%. Mais cela va jusqu'à 44% en dehors de Saint-Nazaire, à Donges, plus 15 points par rapport à 2019, 40% à Montoire de Bretagne, plus 12 points, mais 22% à Saint-Nazaire, même si là aussi ça progresse. Pour vous, très clairement, c'est une circonscription gagnable pour votre parti ? C'est effectivement une des circonscriptions gagnables en Loire-Atlantique, avec peut-être la 6e et la 9e circonscription. Et nous faisons tout pour convaincre les électeurs que nous sommes légitimes dans ce combat, nous sommes légitimes pour porter leurs intérêts à l'Assemblée nationale.
Et je voudrais qu'un peu dans ce débat, on parle des électeurs et des habitants de la région estuarienne et nazérienne. Parlons-en. Et oui, mais pour l'instant, on ne parle que de front républicain, que d'extrême ceci, que d'extrême cela, ou de stratégie municipale pour 2026. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les électeurs, ce sont les catégories populaires et modestes qui composent majoritairement l'électorat de cette circonscription populaire, ouvrière, et ce n'est pas les petits combats d'appareils partisans visiblement dépassés. Parce que ce n'est pas ici une élection de parti. Non, madame, nous n'instrumentalisons personne. Nous ne déchirons personne. Vous, madame, vous avez détruit la classe ouvrière par votre politique. Vous voulez détruire l'industrie, monsieur Boucher. Détruire l'industrie, justement, de notre circonscription. Mais bien sûr, tout le monde y croit, madame. Monsieur Boucher, vous voulez parler du fond, parlons-en. Pourquoi les députés du Rassemblement national, dans les 2 ans qui viennent de passer, ont-ils voté contre la hausse du SMIC ? Pourquoi ont-ils voté contre la régulation de l'installation des médecins dans les déserts médicaux qui étaient portés de façon Le SMIC à 1 600 € et pourquoi pas 2 600 € demain ? Pourquoi voulez-vous, monsieur Boucher, mettre au chômage plus de 1000 salariés qui travaillent dans l'éolien en mer dans notre circonscription ? On va y venir, monsieur Tavel. Ce n'est pas du tout le cas, monsieur. Mais c'est exactement Nous avons parlé du remplacement du parc éolien. Vous avez fait vous-même la transition vers... Ce qui nous place en 2045 tout de même. Une éolienne ne dure pas quelques mois. Alors attendez, parce que là, on va s'intéresser à ce sujet qui était assez central dans notre débat, effectivement, autour de l'industrie et de l'écologie. Et on va justement écouter, pour poursuivre, un représentant d'une filière industrielle de Saint-Nazaire, c'est donc celle de l'éolien en mer, qui s'inquiète des annonces du Rassemblement national sur un moratoire sur tous les projets éoliens en France. On l'écoute. On a une feuille de route sur 6 parcs, pour lesquels on va pouvoir continuer de travailler, faire un peu de maintenance, mais tout ce qui est construction, après c'est terminé. Il faut que les gens ils se rendent compte que si on arrête, on fait mourir 2 usines nationales et un savoir-faire national qu'on a mis 3 ans, même plus que ça, avec les recours à obtenir, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Là, oui, la dominante du moment, c'est l'inquiétude. Là, c'est l'inquiétude. Là, on a quand même un peu peur sur le sujet. Gauthier Boucher, qu'est-ce que vous répondez à cet industriel et aux autres ? Que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'avenir pour l'éolien en mer, qu'ils ont eu tort d'investir et d'embaucher ? Manifestement, ils ont eu tort lorsqu'ils ont lancé le parc éolien en 2022. Et nous avions averti lors de la campagne présidentielle de Marine Le Pen quelques mois auparavant. Maintenant, les éoliennes sont construites et il faudra donc envisager un démantèlement à moyen terme, c'est-à-dire à la fin de la durée. Donc vous allez au-delà de Jordan Bardella, puisque Jordan Bardella a dit qu'il n'était pas question de démanteler. Jordan Bardella a expliqué dans sa conférence de presse hier après-midi qu'il y aurait un démantèlement à la fin de la durée de vie du parc éolien. Oui, mais ça c'est prévu de toute façon. Marine Le Pen était d'accord pour un démantèlement immédiat, c'est pas votre cas. Nous n'en construirons pas d'autres. Qu'est-ce qui vous gêne tant, Gauthier Boucher, dans les éoliennes ? Excusez-moi, mais je vous pose la question parce qu'on a l'impression quand même qu'on assiste à une nécessité d'aller vers des énergies moins polluantes. C'est le sens de l'histoire. C'est juste une question d'esthétique. Alors moi, je ne suis pas marxiste, donc tout ce qui est le sens de l'histoire n'est pas trop mon truc. Mais j'observe qu'une éolienne n'est pas tant l'énergie renouvelable que l'on nous promet. C'est une énergie extrêmement intermittente et nous sommes, pour notre part, bien davantage pour un renforcement du nucléaire dans le mix énergétique français. Je considère que la France a effectué sa peur de l'innovation. Je comprends que ça vous fasse Madame, vous peur, êtes systématiquement dans des caricatures. Oui, alors juste une chose, je rappelle quand même un chiffre qui est important. L'éolien en mer, c'est 2500 emplois en Pays de la Loire, 50 entreprises. Il faut faire une croix dessus, vous nous le dites ? Lorsque ces éoliennes auront épuisé leur cycle de vie dans les années 2040, il faudra envisager... Non, je vous parle des 2500 pour les futurs parcs à construire. Les emplois qui sont dans cette filière vous l'avez rappelé à juste titre. Ils existent. Est-ce la prise de parole de M. Tavel ou celle de M. Boucher, M. Tavel ? J'ai du mal à savoir. En tout cas, clairement, sur l'éolien en mer, lorsqu'il y aura un gouvernement finissez Gauthier Boucher, après on écoutera aussi M. Perrin. Mais votre raisonnement ne tient pas. M. Tavel, puis-je parler ? On va laisser terminer M. Boucher. Lorsqu'il y aura un gouvernement Bardella, il y aura, vous l'avez rappelé à juste titre, Mme Charbonneau, un moratoire sur toute construction d'éoliennes maritimes et terrestres. Et je veux juste savoir, en fait, ce que vous dites donc aux industriels qu'on vient d'entendre, vos entreprises, ils disent on a peur, et je peux vous assurer qu'on en a contacté un certain nombre, qui effectivement redoutent un effondrement, voire une disparition de cette filière. Vous leur dites, eh bien oui, ça pourra se produire. Cette industrie éolienne est d'ores et déjà très menacée, notamment par de l'industrie éolienne américaine, allemande. Donc vous ne la soutiendrez pas, vous n'appelez pas à son soutien local, notamment. Nous pourrions à la rigueur soutenir une filière française si elle était plus forte. Et ce n'est pas aux industriels que nous
nous parlons, Madame Charbonneau, c'est à nos électeurs qui ne nous parlent jamais. Ils sont tellement fiers de leur territoire. On va écouter Xavier Perrin sur ce sujet, notamment par le groupe C'est de la régression totale. de menacer Parler des électeurs, c'est parler de leurs besoins. Il y a la question des emplois directs. Et nos électeurs, accessoirement, ils construisent les éoliennes, je précise. Justement, pas c'est ceux de d'autant M. plus Tavel, paradoxal. certainement pas les vôtres, Madame Dupont. C'est tellement... Au-delà de ça, Mais ne nous parlent pas de ces Allez, Est-ce que vous allez dans les on va faire un tour de table, s'il vous plaît. ce que je vous propose, C'est inaudible, s'il vous plaît. Xavier Perrin. Parce que vous êtes dans les urnes. Xavier Perrin, s'il vous plaît, Madame Dufeu, on ne s'entend pas, en fait. Merci. À vous, s'il vous plaît, Monsieur Perrin. 4 points très rapides. C'est une question d'environnement, je ne détaille pas, on a parlé de décarbonation, on a besoin d'électricité. Sur ce besoin d'électricité, si on veut une réindustrialisation demain, nous avons besoin de produire énormément d'électricité. Si demain on veut s'engager vers les biocarburants qui seront ceux de nos bateaux, qui seront ceux de nos avions, nous avons besoin de beaucoup d'électricité. Et enfin, nous avons besoin d'un destin pour notre port qui aujourd'hui est dépendant à plus de 70% du commerce des énergies fossiles. Et donc, ce n'est pas simplement qu'une question d'éolienne, c'est une question de capacité à répondre aux besoins d'électricité pour transformer notre pays. Je suis pour le mix nucléaire, la présence du nucléaire dans le mix. Les délais, les pas de temps entre ce que nous sommes capables de réaliser avec les champs éoliens qui sont immédiats n'ont rien à voir avec le nucléaire, avec des centrales qui sont usées, fatiguées et d'autres que l'on pourrait pouvoir mais qui ne seront en capacité de donner de l'énergie que dans Donc le nucléaire ne pourra pas remplacer les énergies renouvelables si elles disparaissent. Nos énergies de souveraineté. Et si nous n'avons pas d'électricité, c'est quoi le sujet? C'est la souveraineté. On va continuer et c'est l'achat de gaz, de schiste, et c'est l'achat de gaz. On continue le tour de table. C'est peut-être ça les vraies volontés du Front National. On continue le tour de table. D'abord, dire quelque chose que tous les Français doivent savoir. Même dans le scénario où il y a le plus de nucléaire, de RTE, qui est l'entreprise qui gère le réseau, il n'y a que 50% de nucléaire. Il faut donc à minima 50% d'énergie renouvelable, que cela vous plaise ou non, Monsieur Bouchet. Sinon, vous êtes juste en train de préparer des coupures d'électricité. Il ne s'agit pas de me plaire, Monsieur Tavel. Monsieur Bouchet, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi terminer. Je pense que le Parti communiste n'a pas la même position que vous sur le nucléaire. S'il vous plaît, on vous a laissé parler, Monsieur Bouchet. Vous êtes une coalition. Deuxièmement, l'industrie de l'éolien maritime, c'est une fierté pour Saint-Nazaire, l'usine de General Electric à Montoire, les chantiers de l'Atlantique, le port. Et il ne s'agit pas là d'emplois qui sont pour la construction du parc de Saint-Nazaire. Il est déjà construit. Il s'agit d'usines, de gens qui travaillent pour construire des parcs éoliens ailleurs dans le pays et ailleurs en Europe. Et cette filière, elle a besoin de visibilité, elle a besoin de planification, elle a besoin d'être protégée contre la concurrence déloyale, notamment chinoise. On a compris votre, et je pense qu'avoir un député qui, dès le 8 juin, connaît ces sujets, les a travaillés et peut accompagner une majorité de Front populaire pour le développer, c'est un atout pour notre territoire. C'est aussi, je pense, le cas d'Audrey Dufeu, qui a été députée de cette circonscription. Vous défendez la politique d'Emmanuel Macron qui veut 50 parcs d'éolien en mer, par exemple, à l'horizon 2040-2050. Bien sûr, et le mix énergétique, je crois que c'est essentiel d'avoir une combinaison de différentes sources d'énergie. C'est ce qui fera qu'on n'aura pas une dépendance unique sur un mode d'énergie. Et puis surtout, pour défendre notre territoire, nous devons supporter effectivement la filière éolienne pour avoir des énergies plus propres, pour des emplois du futur, parce que l'innovation, notre territoire est fier d'être innovant. Notre territoire est fier d'avoir des emplois du futur et une ingénierie qui nous est propre. Saint-Nazaire et le bassin des éoliennes. Et ça, j'en suis vraiment très fière. J'ai été députée pendant 5 ans. J'avais, à l'époque, porté le dossier au ministère de l'Environnement avec François de Rugy, qui était alors ministre, pour débloquer justement ce sujet, pour accélérer le déploiement des champs éoliens. Je suis ravie aujourd'hui que les choses soient sur les rails. La station sous-électrique est partie récemment au large de Noirmoutier. C'est une grande fierté. Et donc, il faut la conserver et l'encourager. C'est ce qu'on comprend dans vos mots. Évidemment. Avant de refermer... Et du coup, juste parce qu'on a une situation à l'usine General Electric, 500 emplois qui vont être supprimés cet été, une entreprise qui n'a plus de carnet de commandes après 2026. Moi, j'ai dit très clairement, quand Bruno Le Maire est venu, l'État doit mettre tous les moyens pour garantir que cette usine ne ferme pas, y compris, si ça devait être nécessaire, la nationaliser temporairement. J'aimerais bien connaître votre position sur le sujet, Madame Dufeu. Ce que j'ai à vous répondre, c'est qu'avec les mesures que le Front populaire porte, justement sur des mesures de politique salariale qui sont d'un autre temps, où vous allez totalement brider justement cette capacité et l'agilité des entreprises nécessaires pour pouvoir... L'agilité de General Electric, c'est 500 intérimaires mis à la porte cet été, madame. Mais quand vous portez le SMIC à 1 600 € net, est-ce que vous vous posez la question si les entreprises et les TPE, PME qui principalement, par exemple dans Néopolia, travaillent... Mais est-ce que vous êtes plus globalement pour la nationalisation d'une entreprise comme General Electric? Il n'y a pas de sujet avec la nationalisation. J'avais appelé cela, et d'ailleurs ça s'est fait, lorsque les chantiers de l'Atlantique avaient
avait été mise à mal. Donc, je ne veux pas rentrer dans le sujet de nationalisation. Parlons-en, Madame Vous êtes donc en désaccord avec le maire. Je suis d'accord avec monsieur. Cette page parce que l'éolien en mer, ça n'est pas la seule. Protéger les chantiers de l'Atlantique. Il y a un sujet. Nous parlons ici plaît. d'élection nationale, il y a un sujet d'indépendance qui est extrêmement important. Je suis d'accord avec Mathias Tavel que s'il est nécessaire à un moment de préserver cette compétence et ce lieu de production sur les nacelles, il faut réussir à le faire. Vous parlez des chantiers de l'Atlantique. Heureusement qu'il ne faut pas être député sortant pour avoir une légitimité à s'exprimer dans ce débat. Ce sont les élus locaux, madame, qui, contre votre gouvernement, se sont mobilisés pour que les chantiers ne soient pas vendus à l'italien Fincantieri, qui entretenait des liens avec la Chine. Nous l'avons obtenu contre le département, la teneur des conversations que j'ai eues avec monsieur le maire sur et le nous sujet. l'avons obtenu contre vous savez, l'Europe. Monsieur Perrin, il ne suffit pas d'aller couper des rubans en tant qu'adjoint au maire pour se prétendre légitime sur les sujets. On va travailler les dossiers. On va avec Bruno Le Maire et le la ministre de réalité, c'est que sans la mobilisation des élus locaux, aujourd'hui les chantiers Monsieur Perrin, s'il vous plaît. que vous, madame. Parce qu'en fait, on ne peut pas Cessez s'entendre. d'attribuer des Ni brevets vous, de ni nous. légitimité. Monsieur Perrin est autant légitime que vous, comme tout le monde ici sur ce plateau. Bon, on va continuer sur ces sujets à la fois d'écologie, s'il vous plaît. Monsieur Boucher, vous ne m'intimidez pas, je connais vos méthodes. Ni ne m'intimider. On va continuer peut-être. On va poursuivre sur effectivement ces thèmes qui partent de l'écologie, puisque les éoliennes en mer, c'est de l'économie, c'est de l'industrie, c'est aussi de l'écologie, on l'a évoqué, avec cette crainte quand même qui se porte quand on parle d'écologie et de santé sur ces chiffres. La surmortalité à Saint-Nazaire, avec ces chiffres effrayants, ceux de l'ORS. Un taux, l'ORS, qui est de l'Observatoire régional de la santé, qui note un taux supérieur de 28% à la moyenne nationale de mortalité, 42% de plus pour les hommes de moins de 65 ans. En fait, si on regarde bien, les hommes sur ce territoire de la Carène ont une espérance de vie diminuée de 2 ans et demi par rapport à la moyenne nationale. Quand on met ces chiffres-là sur la table, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Audrey Dufeu, par exemple, vous qui êtes en plus sensible sur ces questions de santé. Je connais extrêmement bien ce dossier que je pense que tout le monde ici le porté connaît. À bras le corps lorsque j'étais députée. Effectivement, c'est extrêmement inquiétant d'avoir un taux de mortalité prématuré, en particulier chez les hommes de moins de 65 ans, mais les femmes sont aussi touchées. Cette mortalité, elle s'explique par un taux de cancer plus important. Et derrière cette question-là, et je crois que ça fera aussi partie des éléments du débat, se pose la question de l'accès aux soins et de l'accès à la prévention sur les politiques de dépistage du cancer. J'ai soutenu l'hôpital de Saint-Nazaire. J'ai travaillé avec l'INCa, l'Agence nationale du cancer, sur la question, parce qu'il faut sensibiliser extrêmement précocement les populations, et en particulier sur certains cancers, et là en l'occurrence ce sont les cancers ORL qui impactent le plus cette mortalité prématurée, pour que les gens se fassent dépister et apprennent à prendre soin d'eux. J'avais porté un projet de 2 millions d'euros avec vous avez été aux commandes de cette dépister circonscription, enfin aux commandes entre guillemets, pendant 5 ans, et que les chiffres, ils ont continué à s'aggraver. Ça veut dire qu'on n'a pas fait assez fort. Mathias Tavel, vous êtes, vous, député depuis 2 ans. C'est le temps long, la prévention. Très long. On ne peut pas avoir de politique court-termiste sur une politique de prévention. On a l'impression qu'il y a une sorte d'impuissance des pouvoirs publics quand même à faire changer les choses. Il y a un éléphant dans la pièce, c'est que régulièrement, à intervalles réguliers, Madame Dufeu, dans le mandat précédent, la préfecture, il y a peu, essaye de faire croire que tout cela ne serait qu'une affaire d'alcoolisme et de tabagisme. Mais ça, c'est parce que vous organisez des apéros pendant votre campagne. Excusez-moi, mais venez demain. Je pense que la promotion de l'alcool, ça ne devrait pas faire partie du débat politique. Qui vous dit qu'il y aura de l'alcool et qu'on en fait la promotion? Mais la réalité, c'est que il y a besoin d'avoir des données fiables, sérieuses, complètes, exhaustives sur l'exposition aux polluants. Il y a une étude qui est en cours, qui a le mérite d'exister, et elle doit continuer à aller plus loin, avoir des mesures permanentes aussi sur ce territoire, parce que les industries sont permanentes. Pour l'instant, les enquêtes n'ont pas montré qu'il y avait de façon le travail est en cours, et il y a sans doute une question d'effet cocktail qui est difficile à mesurer, mais il faut pousser ce travail, et les associations qui poussent pour ce travail doivent être soutenues. Maintenant, sur la prévention, je suis d'accord, Madame Dufeu, mais la prévention, ça commence par pouvoir accéder à un médecin. Or, notre territoire est en train de devenir un désert médical, et nous avons, nous, députés de la gauche, mais pas seulement, voté l'année dernière une proposition de loi transpartisane
pour réguler l'installation dans les déserts médicaux. Elle a été battue parce que les députés macronistes n'en ont pas voulu et parce que les députés du Rassemblement national n'ont pas voulu réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Donc il faut lutter contre les déserts médicaux pour que les gens aient accès à la prévention et à une meilleure santé. Il faut que la parole circule pour tout le monde. On va demander à Gauthier Boucher votre regard, vous, sur cet état de fait, cette surmortalité qui inquiète, cette surreprésentation des cancers et sur peut-être la difficulté pour tout homme public, tout élu, de trouver une solution à ce problème de santé publique. Je crois effectivement que ça n'est pas lié qu'à le tabagisme et l'alcoolisme. Il y a naturellement une situation locale de présence depuis des décennies. Est-ce que vous êtes médecin, monsieur Boucher, peut-être ? Non, je ne suis aucunement médecin, madame. Donc, monsieur Boucher, ça veut dire, pour les nommer très clairement, des entreprises comme Yara, comme la raffinerie de Donge. On a vu les difficultés à aller contre Yara, à la faire rentrer dans le rang par rapport à des normes et à des respects. Résultat, l'entreprise va en partie licencier beaucoup de ses salariés et partir, mais laisser un site de stockage. Est-ce que l'État était trop faible ? Je pense que l'État a été laxiste sur le cas de Yara, Monteurs de Bretagne, effectivement. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu intimer à cette entreprise de moindrement polluer depuis des années. Ce qui est le cas. Il y avait des amendes, des astreintes, mais ça n'a pas changé. Il y a eu des amendes, des astreintes qui n'ont eu aucun effet sur la lointaine direction de Yara et qui n'ont eu aucun effet sur la dépollution du site de Yara. Je pense que cela participe effectivement à la surmortalité. Mais vous, aux manettes, si vous arrivez au gouvernement à prendre la tête à Matignon le 8 juillet, qu'est-ce que vous faites face à des entreprises comme Yara, qui, on le voit, se sont quand même assez largement affranchies des règles ? Il faut un verdissement de ces industries et il faut un État qui décide de parler un langage ferme à ces industries. Et il faut concilier la présence, le maintien d'industries et les équilibres environnementaux à trouver, notamment en termes de santé publique. Le temps nous presse, Gauthier Boucher, je voudrais qu'on entende aussi la surmortalité en quelques Saint-Nazaire, secondes sur ce sujet. Nous sommes sur un territoire qui a connu l'amiante, qui continue de connaître l'amiante. Il n'y a pas une famille nazérienne qui, de près ou de loin, n'a pas été touchée. Ma famille, mais comme je vous le dis, toutes les familles nazériennes, vous avez eu les cancers des dockers. Et donc, on observe aujourd'hui un phénomène. Il y a une étude de zone, elle ne suffit pas. Une étude de zone, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Xavier Perrin ? Le temps file. Il faut obtenir rapidement, ce qui n'est pas le cas, une étude épidémiologique. Il faut associer en transparence l'ensemble des acteurs, les associations, les entreprises, les syndicats sur cette enquête épidémiologique. Et ensuite, il faut mettre en place des moyens. Ça ne suffit pas d'interpeller. Aujourd'hui, on sait qu'on a plus de cancers dans cette région. Pourquoi est-ce que nous ne demandons pas plus de cancérologues à l'hôpital? Voilà une proposition concrète que peuvent faire. Que vous porterez si effectivement vous êtes élu député. On va continuer à avancer dans ce débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va continuer à avancer dans ce débat, Madame Dufeu. Je vous remercie. En passant à des questions auxquelles je vous demanderai de répondre de façon rapide. Ça ne va pas être facile parce que vous n'êtes pas toujours très discipliné, mais je vous le demande, s'il vous plaît, pour la clarté et pour nos téléspectateurs. Pour ou contre? Première question, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et je vous la pose à vous, Monsieur Tavel. Moi, je suis pour qu'il y ait un Premier ministre de gauche. Mais non, ma question, c'est pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-être lui, peut-être un autre. L'important, c'est un dispositif, un gouvernement du nouveau Front populaire, qui ne sera pas un gouvernement 100% socialiste ou 100% insoumis. Il y aura de tout là-dedans, Merci, toute je la vous avais demandé des réponses. Et comme ça, on pourra gouverner pour la France. J'imagine que pour vous, c'est contre. Effectivement, il est tellement clivant, M. Mélenchon. Monsieur Boucher, contre. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, j'imagine. Xavier Perrin. Bardella, mais effectivement, le nom de Mélenchon est tellement clivant. Et Raphaël Glucksmann me plairait bien. Je regarde les sondages. Audrey Dufeu. Monsieur Glucksmann est à l'Europe. En un mot, s'il vous plaît, contre. Évidemment. On va passer à une autre question. Merci. Nicolas. Question très rapide. Vous êtes là depuis quelques minutes sur le plateau de France 3 et de France Bleu. L'audiovisuel public vous permet de vous exprimer comme peut-être jamais. Est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme qui était prévue, la fusion? Est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation? C'est votre programme, Monsieur Boucher. Il n'y aurait plus peut-être un jour de France 3 et de France Bleu si nos médias étaient privatisés. Pour, contre? Je suis effectivement, le Rassemblement national est pour la privatisation de l'audiovisuel public. Donc vous serez plus à la mesure, mais ma personne n'importe pas. Non, mais nous non plus. Nous non plus. Si, Xavier Perrin, peut-être qu'il sera toujours là, mais qu'il n'y aura que lui. S'il vous plaît, pour ou contre, Xavier Perrin? Donc je suis contre justement pour qu'il n'y ait pas que certains représentants, mais que la démocratie puisse continuer sur vos places. Je suis archi contre. Et le débat d'opinion. Et Mathias Tavel? Contre la réforme qui était portée par le gouvernement et contre la privatisation, parce que moi je défends les services publics partout, y compris dans l'audiovisuel. Merci à vous pour ces deux pour ou contre. On en avait un dernier, mais on n'a plus le temps. Le temps passe trop vite. Et il faut en garder pour vos conclusions.
conclusion. On vous a demandé à chacun de préparer une carte blanche. Voilà, c'est 30 secondes pour chacun d'entre vous. Nous avons tiré au sort cet ordre et il vous a désigné Monsieur Boucher pour commencer. Eh bien, le 30 juin et le 7 juillet, les électeurs ont la possibilité de changer les choses, de choisir un nouveau gouvernement, parce qu'il y a ces élections législatives anticipées à la suite d'une dissolution qui nous permettent de rompre avec 7 années de macronisme. C'est donc non seulement un moment politique, comme nous en vivons régulièrement, mais c'est aussi, et c'est très rare, un moment historique. Alors si vous voulez engager la rupture avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, je vous enjoins à voter pour le Rassemblement national et ainsi vous aurez Jordan Bardella, Premier ministre. Xavier Perrin, c'est à vous. L'ennemi, c'est le Rassemblement national. Pour le battre, vous n'êtes pas obligé d'avaler les couleuvres de Macron au premier tour et vous n'êtes pas obligé d'avaler la couleuvre de Mélenchon au second. Ma candidature, elle incarne l'espoir qui a été portée par Raphaël Glucksmann lors des élections européennes et elle permettra de rassembler largement au deuxième tour pour pouvoir battre l'extrême droite. Vous aurez alors un député qui ne choisira pas Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Merci Xavier Perrin. On ne commettra pas avec l'extrême droite. 30 secondes de conclusion d'Audrey Dufeu. Eh bien, j'invite les électeurs le 30 juin prochain et le 7 juillet à voter pour l'Union des démocrates, défendre les politiques humanistes, défendre les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Je souhaite préserver à l'Assemblée nationale notre système de sécurité sociale, notre système de solidarité. Ne tombons pas dans la facilité de l'appel au chaos des extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite. Il nous faut nous rassembler. Merci Audrey Dufeu. Et on termine avec vous, Mathias Tavel. Eh bien, avec le nouveau Front populaire, dont je suis le candidat ici, vous pouvez faire le choix d'abord de l'unité de la gauche, toute la gauche qui soutient ma candidature, mais aussi l'unité de la France. L'unité de la France en rejetant le racisme et le sexisme de l'extrême droite, et l'unité de la France en rejetant l'injustice de la politique d'Emmanuel Macron que propose de continuer le Rassemblement national. Vous pouvez au contraire faire le choix de l'unité, de la justice, de l'écologie et de la démocratie, et pour ça, c'est le nouveau Front populaire. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. Merci beaucoup Nicolas d'avoir co-animé ce débat d'avant premier tour. On va s'intéresser à présent à un nouveau département. Vous allez retrouver à nouveau Maxime Jaglin, cette fois avec ma consoeur de Ouest France Jeanne Hutin, pour parler de la Vendée. Focus sur la politique dans le département tout de suite.